Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture dans votre émission préférée sur D8 et on vous propose notamment ce soir une spéciale baccalauréat en vous faisant redécouvrir l'une des œuvres les plus importantes du programme du bac de français chaque année en France. Vous l'avez deviné, il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert, une œuvre majeure de la littérature française, mais également connue mondialement. Il s'agit d'un roman qui s'apparente au courant romantique, certes, mais qui marque aussi le début du roman réaliste et moderne. Je vous resitue brièvement l'histoire. Ça se passe dans la région de Rouen à la fin du 19e siècle. C'est l'histoire de Charles Bovary qui va épouser, qui s'apprête là au moment où on en est à épouser Emma Rouault, donc en secondes noces puisqu'il se retrouve veuf. Et en fait, donc, Emma va devenir sa femme. Elle aspire à une vie assez mondaine, assez rocambolesque, en tout cas plus romanesque que sa vie actuelle où elle est dans une ferme avec son père. Mais elle va assez rapidement s'ennuyer avec son mari, ce fameux Charles qu'elle trouve sympathique mais un peu médiocre. Et donc pour passer le temps, eh bien, elle fera la connaissance de différents jeunes hommes qui donc deviendront ses amants, notamment Léon et Rodolphe. Mais elle se heurtera justement à quelques mésaventures et on peut dire aussi que l'expression bovarisme est justement née de cette œuvre puisque tout au long du récit, elle est éternellement insatisfaite. Elle a beaucoup de mal à être heureuse jusqu'à avoir une fin assez, on va dire, assez tragique. Voilà. Donc, moi, je vous propose de poursuivre le roman tout de suite. On va arriver au moment crucial où Charles Bovary va demander la main d'Emma Rouault à son père. C'est tout de suite sur D8. Avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe. C'est simple, vous tapez hashtag VBN, ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. Bonne chance à tous pour ceux parmi vous qui peut-être, ceux qui sont en train de réviser parmi vous, je sais qu'il y en a. Et sinon, eh bien, à tous ceux qui sont des inconditionnels de l'émission, eh bien, ravi de vous retrouver. Et on vous souhaite un très bon moment avec nous sur D8 cette nuit. Lorsqu'il s'aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu'un de ces jours on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avance toute l'affaire. Il le trouvait un peu gringalé et ce n'était pas là un gendre comme il l'eût souhaité. Mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu'il ne chicanerait pas trop sur la dot. Or, comme le père Rouault allait être forcé de vendre 22 acres, ce sont bien qu'il devait beaucoup aux maçons, beaucoup aux bourreliers, que l'arbre du pressoir était à remettre. S'il me la demande, se dit-il, eh bien je la lui donne. À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer 3 jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer de quart d'heure en quart d'heure. Le père Rouault lui fit la conduite, comme il marchait dans un chemin creux, qu'ils allaient quitter. C'était le moment. Alors, Charles se donna jusqu'au coin de la haie, et enfin, quand on l'eut dépassé. « Maître Rouault, murmura-t-il, je voudrais bien vous dire quelque chose. » Ils s'arrêtèrent. Charles se taisait. « Mais contez-moi votre histoire. Est-ce que je ne sais pas tout ?» dit le père Rouault, en riant doucement. « Père Rouault, balbutia Charles. « Moi, je ne demande pas mieux, continua le fermier. Quoique, sans doute, la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc. Je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien,
vous n'aurez pas besoin de revenir à cause du monde, et d'ailleurs, ça la saisirait trop. Mais pour que vous ne vous mangiez pas le sang, je pousserai tout grand l'auvent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez le voir par derrière, et vous, en vous penchant sur la haie. Il s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier. Il attendit. Une demi-heure se passa, puis il compta 19 minutes à sa montre. Tout à coup, un bruit se fit contre le mur. L'auvent s'était rabattu, la cliquette tremblait encore. Le lendemain, dès 9 heures, il était à la ferme. Emma rougit quand il entra, tout en s'efforçant de rire un peu par contenance. Le père Rouault embrassa son futur gendre. On remit à causer des arrangements d'intérêt. On avait d'ailleurs du temps devant soi, puisque le mariage ne pouvait décemment avoir lieu avant la fin du deuil de Charles, c'est-à-dire vers le printemps de l'année prochaine. L'hiver se passa dans cette attente. Mademoiselle Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée à Rouen. Elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit, d'après des dessins de mode qu'elle emprunta. Dans les visites que Charles faisait à la ferme, on causait des préparatifs de la noce. On se demandait dans quel appartement se donnerait le dîner. On rêvait à la quantité de plats qu'il faudrait et quelles seraient les entrées. Emma eut au contraire désiré se marier à minuit, au flambeau. Mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée. Il eut donc une noce où vinrent 43 personnes, où l'on resta 16 heures à table, qui recommença le lendemain et quelque peu les jours suivants. Chapitre 4. Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carrioles à un cheval, chars à bancs à 2 roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir, et les jeunes gens de village, des villages les plus voisins dans des charrettes, où ils se tenaient debout en rang, les mains appuyées sur les ridelles, pour ne pas tomber, allant au trot et secouer dur. Il en vint de 10 lieues, loin de Goderville, de Normanville et de Cagny. On avait invité tous les parents des 2 familles. On s'était raccommodé avec les amis brouillés. On avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait, galopant jusqu'à la première marche du perron. Elle s'y arrêtait court, vidait son monde, qui sortait par tous ses côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames en bonnet avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle. Les gamins vêtus pareillement à leur papa semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étreignèrent ce jour-là la première paire de bottes de leur existence. Et l'on voyait à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion, rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose, et ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets et d'écuries pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottant au vent, à collet cylindrique, à poches larges comme des sacs, vestes de gros drap, qui accompagnaient ordinairement quelques casquettes cerclées de cuivre à sa visière. Habits-vestes très courts, ayant dans le dos 2 boutons rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc, par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là, bien sûr, devaient dîner au bas bout de la table, porter des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas
par une ceinture cousue. Les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tondu à neuf. Les oreilles s'écartaient des têtes. On était rasés de près. Quelques-uns même qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez. Ou le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, qu'avait enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses, toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendait à pied. Et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite, à l'église. Le cortège d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne le long de l'endroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de rubans à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis, tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à se jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir, lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary, mère. Quant à Monsieur Bovary, père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire. Il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, elle rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. En y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer afin que les cordes grinçassent mieux, et puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon, pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots, et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons. Et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient de même au moindre choc de la table présentaient dessinés sur leur surface unie les chiffres des nouveaux époux en arabesques de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon, en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique. Amandes, raisins secs, quartiers d'oranges, et enfin sur la plateforme supérieure qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours
ou jouer une partie de bouchon dans la grange. Puis on revenait à table. Quelques-uns vers la fin s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on portait des poids, on passait sous son pouce, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on embrassait les dames. Le soir, pour partir, les chevaux gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient. Les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient, et toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les mètres de cailloux, s'accrochant au talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent au berthaud passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs. La mariée avait supplié son père qu'on lui épargnât les plaisanteries d'usage. Cependant, un marailleur de leur cousin qui même avait apporté comme présent de noces une paire de soles, commençait à souffler de l'eau avec sa bouche par le trou de la serrure. Quand le père Rouault arriva juste à temps pour l'en empêcher, et lui expliqua que la position grave de son gendre ne permettait pas de telles inconvenances, le cousin toutefois céda difficilement à ses raisons. En dedans de lui-même, il accusa le père Rouault d'être fier, et il alla se joindre dans un coin à 4 ou 5 autres des invités qui, ayant eu par hasard plusieurs fois de suite à table les bas morceaux de viande, et trouvé aussi qu'on les avait mal reçus, chuchotaient sur le compte de leur hôte, et souhaitaient sa ruine à mots couverts. Madame Bovary, mère, n'avait pas desserré les dents de la journée. On ne l'avait consultée ni sur la toilette de la bru, ni sur l'ordonnance du festin. Elle se retira de bonne heure. Son époux, au lieu de la suivre, envoya chercher des cigares à Saint-Victor et fuma jusqu'au jour tout en buvant des grogs au kirsch, mélange inconnu à la compagnie et qui fut pour lui comme la source d'une considération plus grande encore. Charles n'était point de complexion facétieuse. Il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments, gaillardises que l'on se fit un devoir de lui décrocher dès le potage. Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C'est lui plutôt que l'on eût pris pour la Vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l'on pût deviner quelque chose. Les plus malins ne savaient que répondre, et ils la considéraient, quand elle passait près d'eux, avec des tensions d'esprit démesurées. Mais Charles ne dissimulait rien. Il l'appelait ma femme, la tutoyait, s'informait d'elle à chacun, la cherchait partout, et souvent il l'entraînait dans les cours, où l'on apercevait de loin, entre les arbres, qui lui passait le bras sous la taille et continuait à marcher, à demi penché sur elle, en lui chiffonnant avec sa tête la guimpe de son corsage. 2 jours après la noce, les époux s'en allèrent. Charles, à cause de ses malades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. Le père Rouault les fit reconduire dans sa carriole et les accompagna lui-même jusqu'à Vasconville. Là, il embrassa sa fille, une dernière fois, mit pied à terre et reprit sa route. Lorsqu'il eut fait 100 pas environ, il s'arrêta, et comme il vit la carriole s'éloignant, dont les roues tournaient dans la poussière, il poussa un gros soupir. Puis il se rappela ses noces, son temps d'autrefois, la première grossesse de sa femme. Il était bien joyeux lui aussi le jour qu'il l'avait emmenée de chez son père dans sa maison, quand il la portait en croupe en trottant sur la neige, car on était aux environs de Noël, et la campagne était toute blanche. Elle le tenait par un bras, à l'autre était accroché son panier, le vent agitait les longues dentelles de sa coiffure cauchoise, qui lui passaient quelquefois sur la bouche, et lorsqu'il tournait la tête, il voyait près de lui
Sur son épaule, sa petite mine rosée qui souriait silencieusement sous la plaque d'or de son bonnet. Pour se réchauffer les doigts, elle lui mettait de temps en temps dans la poitrine. Comme c'était vieux tout cela. Leur fils, à présent, aurait 30 ans. Alors, il regarda derrière lui, il n'aperçut rien sur la route. Il se sentit triste, comme une maison démeublée, et les souvenirs tendres se mêlant aux pensées noires dans sa cervelle obscurcie par les vapeurs de la bombance. Il eut bien envie, un moment, d'aller faire un tour du côté de l'église, comme il eut peur cependant que cette vue ne le rendit plus triste encore, il s'en revint tout droit chez lui. Monsieur et Madame Charles arrivèrent à Tost, vers 6 heures. Les voisins se mirent aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. La vieille bonne se présenta, lui fit ses salutations, s'excusa de ce que le dîner n'était pas prêt et engagea Madame, en attendant, à prendre connaissance en sa maison. La façade de briques était juste à l'alignement de la rue, ou de la route plutôt. Derrière la porte se trouvait accroché un manteau à petits collets, une bride, une casquette de cuir noir et dans un coin à terre une paire de housseaux. Encore couvert de boue sèche, à droite était la salle, c'est-à-dire l'appartement où l'on mangeait et où l'on se tenait. Un papier jaune serein révélé dans le haut par une guirlande de fleurs pâles tremblait tout entier sur sa toile mal tondue. Des rideaux de calicot blanc bordés d'un galon rouge s'entrecroisaient le long des fenêtres et sur l'étroit chambranle de la cheminée resplendissait une pendule à la tête d'Hippocrate. Entre 2 flambeaux d'argent plaqués, sous des globes de forme ovale, de l'autre côté du corridor était le cabinet de Charles, petite pièce de 6 pas de large environ, avec une table, 3 chaises et un fauteuil de bureau. Les tomes du dictionnaire des sciences médicales, non coupés, mais dont la brochure avait souffert dans toutes les ventes successives par où ils avaient passé, garnissaient presque à eux seuls les 6 rayons d'une bibliothèque en bois de sapin. L'odeur des roux pénétrait à travers la muraille. Pendant les consultations, de même que l'on entendait de la cuisine les malades tousser dans le cabinet et débiter toute leur histoire. Venait ensuite, s'ouvrant immédiatement sur la cour, où se trouvait l'écurie, une grande pièce délabrée qui avait un four et qui servait maintenant de bûcher, de cellier, de garde-magasin, pleine de vieilles ferrailles, de tonneaux vides, d'instruments de culture hors de service, avec quantité d'autres choses poussiéreuses dont il était impossible de deviner l'usage. Le jardin, plus long que large, allait entre 2 murs de bauge, couvert d'abricots en espalier, jusqu'à une haie d'épines qui le séparait des champs. Il y avait au milieu un cadran solaire en ardoise, sur un piédestal de maçonnerie. 4 plates-bandes garnies d'églantiers, maigres, entouraient symétriquement le carré le plus utile des végétations sérieuses. Tout au fond, sous les sapinettes, un curé de plâtre lisait son bréviaire. Emma monta dans les chambres. La première n'était point meublée, mais la seconde, qui était la chambre conjugale, avait un lit d'acajou dans une alcôve à draperie rouge. Une boîte de coquillages décorait la commode et sur le secrétaire, près de la fenêtre, il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger noué par des rubans de satin blanc. Je vous propose de reprendre la suite de Gustave Flaubert avec Emma Bovary lors d'un prochain épisode. Il s'agit d'une spéciale baccalauréat. Pour ceux parmi vous qui peut-être vous êtes en train de réviser le bac, eh bien écoutez, cette lecture peut peut-être vous servir. Sinon, n'oubliez pas également de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez le hashtag VBN qui s'affiche juste en bas de l'écran, également aussi sur le site de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur D8.